Je m'appelle Eva, j'ai 29 ans, et je me souviens encore comment les mots de ma mère ont fait voler en éclats notre dîner de Noël en famille. Tu es morte pour moi, a-t-elle dit, sa voix aussi froide que l'hiver dehors. Le silence s'est abattu sur la table. Tout le monde fixait son assiette, tandis que mon cœur s'arrêtait de battre une seconde. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je suis partie, coupant complètement tous les ponts. Ce qui a suivi l'a choqué non seulement elle, mais aussi tous ceux qui nous connaissaient. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous si les histoires de drames familiaux vous touchent. Ayant grandi à Mireville, un petit village où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, j'ai appris très tôt que pour ma mère, Catherine, l'apparence comptait plus que le bonheur. Elle contrôlait tout dans notre maison, des vêtements que nous portions aux activités auxquelles nous participions. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Tiens-toi plus droite, Eva. Arrange tes cheveux, Eva. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, Eva? Ces mots me suivaient partout, des rappels constants de mon insuffisance. Mon père, Thomas, était gentil mais perpétuellement passif. Il me lançait des regards compatissants à travers la table du dîner lorsque ma mère critiquait mes notes ou mon apparence, mais il n'intervenait jamais. Ta mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-il après, en me tapotant maladroitement l'épaule. Mais ce qu'elle voulait, c'était la perfection, et j'étais frustramment humaine. Amélie, ma sœur cadette de 3 ans, parvenait d'une manière ou d'une autre à satisfaire toutes les normes impossibles. Elle jouait magnifiquement du piano, obtenait d'excellentes notes et ne répondait jamais. « Regarde comme Amélie est bien assise à table », disait ma mère, tout en me jetant des regards accusateurs sur ma posture apparemment incorrecte. Parfois, je me demandais si nous étions vraiment de la même famille ou si j'avais été échangée à la maternité. J'ai tout essayé pour plaire à ma mère tout au long de l'école primaire. Je me suis inscrite au ballet malgré ma haine pour cette activité. J'ai pratiqué la calligraphie pendant des heures. Je portais les robes à froufrou qu'elle m'achetait même lorsque les autres enfants se moquaient de moi. Rien n'y faisait. Tu pourrais faire plus d'efforts, Eva, disait-elle avec ce soupir déçu que j'en suis venue à redouter. Les choses se sont détériorées quand j'ai eu 15 ans et que j'ai commencé à me forger mes propres opinions. Je voulais postuler pour le journal du lycée plutôt que pour le club de débat. Le journalisme. Ce n'est pas une vraie carrière, Eva. Les avocats, eux, réussissent dans la vie. Lorsque j'ai teint une mèche de mes cheveux en violet, elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours, puis m'a fait payer pour la faire enlever dans son salon de coiffure. L'université a été mon premier aperçu de la liberté. Fréquenter l'université à 3 heures de route signifiait que les visites du week-end devenaient mensuelles, puis uniquement pour les grandes fêtes. J'ai changé ma spécialisation de droit à journalisme sans le lui dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. L'appel téléphonique, lorsqu'elle l'a découvert, a laissé ma colocataire bouche bée et moi en larmes. Mais pour une fois, j'ai tenu bon. Tu gâches ton potentiel, a-t-elle dit. Nous ne payons pas pour que tu gaspilles notre argent. Mais mon père a secrètement continué à m'aider avec les frais de scolarité, me disant « Fais juste de ton mieux, ma puce. C'est tout ce qui compte. » Après avoir obtenu mon diplôme, contre toute attente, j'ai accepté un poste à la Gazette de Mireville. Le poste offrait une bonne expérience et, honnêtement, je ne pouvais pas me permettre de déménager ailleurs. Avec mes prêts étudiants. Revenir signifiait des dîners dominicaux chez mes parents et des textos quotidiens de ma mère sur des offres d'emploi dans des cabinets d'avocats qui n'étaient pas trop regardants sur les qualifications. Puis j'ai rencontré Lucas lors d'un festival local que je couvrais pour le journal. Il photographiait l'événement, grand, avec des yeux bienveillants et une confiance tranquille qui m'a immédiatement attirée. Nous avons commencé à sortir ensemble et pour la première fois, je me suis sentie vraiment vue et appréciée juste pour être moi-même. Quand je l'ai présenté à mes parents, ma mère a jeté un coup d'œil à ses tatouages et à sa carrière de photographe indépendant et a décidé qu'il n'était pas assez bien. Il n'est pas stable, Eva, a-t-elle dit plus tard au téléphone. Tu as besoin de quelqu'un qui peut subvenir à tes besoins correctement. Le fait que je subvenais très bien à mes propres besoins semblait sans importance pour elle. Alors que la Toussaint passait et que Noël approchait, la tension entre nous grandissait. Chaque conversation devenait un champ de bataille avec ma relation avec Lucas au centre. Je ne savais pas que les fêtes à venir seraient le point de rupture qui changerait tout. La première semaine de décembre apporta avec elle un sentiment familier d'angoisse qui s'installa dans mon estomac comme une pierre. Noël chez les Dubois n'était jamais une question de joie ou de célébration. C'était une performance. Ma mère se transformait en dictatrice des fêtes, orchestrant chaque détail, des ornements précisément disposés sur le sapin aux tenues coordonnées obligatoires pour les photos de famille. Alors, Lucas se joindra-t-il à nous pour le dîner de Noël ? La voix de ma mère au téléphone semblait désinvolte, mais j'ai reconnu le piège. Oui, je comptais l'amener,
ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Il n'a pas de famille dans la région. Il y eut un silence lourd de sens. Tu sais à quel point la tradition familiale est importante, Eva. Le dîner de Noël, c'est pour la famille. Il est important pour moi, maman. J'aimerais qu'il soit inclus. J'ai serré le téléphone plus fort. Eh bien, je suppose que si tu insistes pour amener ton ami photographe. Au moins, assure-toi qu'il porte quelque chose d'approprié. Pas de jean ou de ces horribles bottes qu'il a toujours. Elle a dit « photographe » de la même manière que quelqu'un pourrait dire « repris de justice ». Après avoir accroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. Lucas m'a trouvé là et a passé ses bras autour de mes épaules. « C'était si terrible que ça ?» a-t-il demandé en m'embrassant le sommet de la tête. « Elle va rendre ce moment misérable, l'ai-je prévenu. Tu n'es pas obligé de venir. Je comprendrai. » Il m'a regardé dans les yeux. « Je ne te laisserai pas l'affronter seule. Nous sommes une équipe, tu te souviens ? » Le centre commercial était bondé de clients pour les fêtes quand je suis allée acheter des cadeaux le week-end suivant. J'ai regardé un sac à main coûteux que ma mère avait laissé entendre qu'elle voulait, calculant si je pouvais me le permettre après ma récente réparation de voiture. Même si mon budget criait non, je l'ai quand même acheté, sachant qu'un cadeau moins cher ne deviendrait qu'une preuve de mon échec en tant que fille. Pour mon père, j'ai trouvé une première édition de son roman policier préféré. Pour Amélie, l'écharpe de créateur qu'elle avait mentionnée. Lucas m'a aidé à tout choisir, me guidant doucement pour que je ne dépense pas au-delà de mes moyens. Ta valeur ne se mesure pas à combien tu dépenses, Eva, m'a-t-il rappelé. Amélie a appelé alors que j'emballais les cadeaux ce soir-là. Maman est sur le sentier de la guerre à propos de la venue de Lucas au dîner, a-t-elle prévenu. Peut-être que pour cette fois, tu devrais venir seule. Pour maintenir la paix à Noël. Pourquoi devrais-je être la seule à faire des compromis? Pourquoi n'a-t-elle jamais à changer? Ai-je demandé, la frustration montant en moi. Parce que c'est maman, a dit simplement Amélie. Tu sais comment elle est. C'est vraiment la bataille que tu veux mener? Peut-être que oui, ai-je répondu doucement, me surprenant moi-même par la conviction dans ma voix. Ce soir-là, Lucas et moi avons eu une longue conversation sur la dynamique familiale et l'établissement de limites. Il était assis en face de moi à ma petite table de cuisine, ses mains enroulées autour des miennes. Le comportement de ta mère n'est ni normal ni sain, Eva. Tu le sais, n'est-ce pas? Les parents sont censés soutenir leurs enfants, pas les démolir. Je sais, ai-je murmuré, des larmes se formant. Mais elle reste ma mère. Et tu es une femme adulte incroyable et accomplie qui mérite le respect, a-t-il rétorqué. Je soutiendrai n'importe quelle décision que tu prendras pour Noël, mais souviens-toi, tu as le droit d'avoir des limites. Le réveillon de Noël est arrivé avec un SMS de ma mère listant le programme du lendemain, y compris l'heure à laquelle nous devions arriver et les plats que je devais apporter. J'ai préparé le gratin de patates douces requis selon sa recette précise, combattant le ressentiment à chaque ingrédient mesuré. Cette nuit-là, j'ai rêvé que ma mère me poursuivait dans notre maison d'enfance, des ciseaux à la main, essayant de couper les parties de moi qu'elle trouvait inacceptables. Je me suis réveillée en sursaut, le bras de Lucas se resserrant protecteur autour de moi. Juste un cauchemar, l'ai-je rassuré. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas juste un rêve. C'était mon subconscient qui traitait 29 ans de n'avoir jamais été assez bien. Le matin du jour de Noël, je me tenais devant mon placard, délibérant sur ce que j'allais porter. J'ai finalement choisi une robe pull verte qui était assez festive pour les standards de ma mère, mais dans laquelle je me sentais toujours moi-même. Lucas portait une chemise et un pantalon de ville, sa seule concession aux attentes de ma mère, bien qu'il ait refusé d'enlever sa petite boucle d'oreille. « Prête ?» a-t-il demandé, les clés de la voiture à la main. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules. Aussi prête que je ne le serai jamais. Essayons simplement de traverser ça avec notre dignité intacte. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents ressemblait à un voyage vers le bourreau. Les lumières de Noël scintillaient ironiquement sur les maisons voisines alors que Lucas se garait dans l'allée. Je serrais les cadeaux parfaitement emballés et le plat de gratin comme des boucliers. « Souviens-toi, nous pouvons partir quand tu veux », a murmuré Lucas, en me serrant la main avant que nous sonnions à la porte. Ma mère a ouvert la porte, son sourire d'entraînement n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Elle portait une élégante robe rouge avec un collier de perles que je reconnus comme celui de sa propre mère. Son regard a balayé d'un œil critique ma tenue avant de se poser sur Lucas avec une désapprobation évidente. « Joyeux Noël, maman », ai-je dit, en me penchant pour le baiser obligatoire sur la joue. « Eva, ma chérie. » Et Lucas, quelle gentillesse. Elle s'est écartée pour nous laisser entrer. Tout le monde est dans le salon. Eva,
le gratin va dans la cuisine. La maison était impeccablement décorée, comme toujours. Un sapin de Noël de 3 mètres dominait le salon, orné de décorations dorées et bordeaux assortis, arrangés avec une précision mathématique. Aucun ornement d'enfance fait maison ou objet sentimental ne venait perturber son esthétique parfaite. Mon père s'est levé de son fauteuil lorsque nous sommes entrés, une chaleur authentique dans son sourire. « Voilà ma fille. Joyeux Noël, ma chérie. » Il m'a serré fort dans ses bras, puis a tendu la main à Lucas. « Content de te revoir, mon garçon. » Amélie était assise sagement sur le canapé à côté de son petit ami Grégoire, un cadre bancaire que ma mère adorait. « Salut sœurette, » a-t-elle dit, ses yeux communiquant une sympathie silencieuse. Nous avons échangé les cadeaux, avec une gaieté forcée. Ma mère a fait semblant d'adorer le sac à main coûteux, bien que je l'ai surprise en train de vérifier l'étiquette quand elle pensait que je ne regardais pas. Mon père a sincèrement chéri le livre tandis qu'Amélie s'extasiait sur l'écharpe. Lucas avait judicieusement apporté une bouteille de vin et des chocolats faits maison que ma mère a acceptés avec un sourire pincé. « Le dîner est presque prêt », a annoncé ma mère. « Eva, viens m'aider dans la cuisine. » Dans la cuisine, elle a immédiatement commencé à critiquer mon gratin. La chapelure n'est pas dorée uniformément. As-tu suivi ma recette à la lettre? Oui, maman. J'ai menti, ayant réduit le sucre de moitié. Elle a remué la sauce avec une force inutile. J'ai remarqué que tu as pris un peu de poids depuis la Toussaint. Ces métiers de journaliste doivent te rendre très sédentaire. J'ai serré les dents, me concentrant sur l'arrangement des petits pains dans le panier, exactement comme elle le préférait. Nous avons travaillé dans un silence tendu jusqu'à ce que tout soit prêt. À table, j'ai remarqué qu'elle avait placé Lucas à l'extrémité opposée de moi, entre mon père et un poinsettia décoratif qui le cachait partiellement. L'insulte calculée ne nous a pas échappé, mais Lucas a croisé mon regard et m'a fait un sourire rassurant. Mon père a vaillamment tenté de maintenir une conversation agréable pendant que nous passions les plats. Eva a écrit d'excellents articles dernièrement. J'ai gardé celui que tu as fait le mois dernier sur la société historique. C'est merveilleux, Thomas, a répondu ma mère sans enthousiasme. Bien que je pense toujours qu'Eva aurait fait une excellente avocate. La fille des Perrin vient d'être nommée associée dans son cabinet et elle n'a que 32 ans. En fait, intervint Lucas, le rédacteur en chef d'Eva a mentionné qu'elle était pressentie pour un poste de grand reporter. Ces reportages humains ont reçu beaucoup de retours positifs des lecteurs. Le sourire de ma mère se crispa. Quelle gentillesse! Bien que j'imagine que le salaire pour ce genre de choses reste assez modeste. La conversation dériva sur la récente promotion d'Amélie et le portefeuille d'investissement de Grégoire. Je poussais la nourriture dans mon assiette, mon appétit diminuant à chaque commentaire passif-agressif de ma mère. « Alors, quels sont vos projets pour la nouvelle année ?» demanda mon père, essayant clairement de nous inclure, Lucas et moi, dans la conversation. Avant que je puisse répondre, Lucas prit ma main de manière visible sur la table. En fait, nous avons discuté de quelques possibilités excitantes. Il y a une agence de presse à Bordeaux qui est intéressée par le travail d'Eva, et ils ont des contacts avec de grandes publications pour lesquelles j'ai toujours voulu travailler. La table devint silencieuse. Ma mère posa sa fourchette avec une lenteur délibérée. « Bordeaux. C'est à l'autre bout du pays, » dit-elle, sa voix dangereusement calme. « C'est une excellente opportunité, maman, » dis-je, puisant de la force dans la main de Lucas dans la mienne. Rien n'est encore finalisé, mais nous y réfléchissons sérieusement. Nous, répéta-t-elle. Alors, tu prends des décisions de vie en fonction de ce que ce photographe veut maintenant. Nous prenons des décisions ensemble, la corrigeai-je. En tant que partenaire. Partenaire, ricana-t-elle. Vous vous connaissez à peine. Et ta famille? Et tes responsabilités ici? J'ai 29 ans, maman. Ma responsabilité est de construire ma propre vie. Une vie qui, comme par hasard, t'emmène à des milliers de kilomètres de ta famille. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Sa voix s'éleva légèrement. Lucas serra ma main. Madame Dubois, Eva vous aime tous beaucoup. Il ne s'agit pas de laisser sa famille derrière elle. Il s'agit de poursuivre des opportunités de carrière qui ne sont pas disponibles ici. Je ne me souviens pas vous avoir demandé votre avis, lança-t-elle à Lucas avant de se tourner à nouveau vers moi. C'est exactement le genre de décision impulsive et mal réfléchie que j'attends de toi. D'abord, le journalisme au lieu du droit, et maintenant, t'enfuir à l'autre bout du pays avec un homme qui n'a ni stabilité ni perspective. Maman, ça suffit, dis-je, sentant la chaleur me monter au visage. Non, ça ne suffit pas, regarde Amélie et Grégoire. Ils ont un plan. Ils ont des carrières respectables.
Ils comprennent les obligations familiales. Elle fit un geste vers ma sœur, qui regardait son assiette avec malaise. Pourquoi ne peux-tu pas faire des choix sensés pour une fois dans ta vie? Parce que ce ne sont pas mes choix, dis-je, ma voix étonnamment stable. Ce sont les tiens. Ça a toujours été les tiens. Ne prends pas ce ton avec moi. Pas dans ma maison le jour de Noël. Je ne prends pas de ton. J'énonce un fait. Je ne vais plus vivre ma vie pour satisfaire tes attentes. La tension dans la pièce était suffocante. Mon père se racla la gorge. Catherine, peut-être devrions-nous. Non, Thomas. Il est temps que quelqu'un lui dise la vérité. Cette phase de rébellion a assez duré. Elle me fixa d'un regard froid. Si tu pars à Bordeaux avec lui, n'attends rien de nous. Pas de soutien, pas d'aide quand tout s'effondrera inévitablement. Nous n'avons pas besoin de ton aide, répondis-je doucement. Espèce d'ingrate. Elle s'arrêta, se reprenant avec un effort visible. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les études que nous avons payées, les opportunités que nous t'avons données. Je suis reconnaissante pour ces choses, maman. Mais elles ne te donnent pas le droit de contrôler ma vie pour toujours. Si tu fais ça, dit-elle, sa voix tremblant de colère. Si tu jettes tout ce que nous avons construit pour toi ici, alors en ce qui me concerne, tu es morte pour moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des glaçons. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Mon père fixait son assiette. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent de choc. Même Grégoire semblait mal à l'aise. Je posai soigneusement ma serviette à côté de mon dîner, à moitié mangé. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Je me levai, étonnamment calme malgré le tremblement de terre à l'intérieur de moi. Lucas, je crois qu'il est temps de partir. Lucas se leva immédiatement. Merci pour le dîner, dit-il poliment à personne en particulier. Nous avons récupéré nos manteaux en silence. Mon père fit un mouvement comme pour nous suivre, but le regard de ma mère le maintint assis. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je me retournai une dernière fois. Joyeux Noël à tous, dis-je doucement, puis je fermai la porte derrière nous. Dans la voiture, le silence persista jusqu'à ce que nous soyons à plusieurs rues de là. Puis les larmes vinrent, chaudes et rapides, alors que la réalité de ce qui venait de se passer m'envahissait. Je suis là, murmura Lucas, se garant sur le côté pour me prendre dans ses bras. Je suis là. Cette nuit-là, alors que les lumières de Noël clignotaient à travers la fenêtre de mon appartement, j'ai bloqué les numéros de ma famille sur mon téléphone et les ai supprimés de tous les réseaux sociaux. C'était le début d'une rupture nette que je n'aurais jamais imaginé faire, mais que je savais, d'une manière ou d'une autre, être attendue depuis longtemps. La semaine entre Noël et le Nouvel An s'est écoulée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Un instant je me sentais libérée, l'instant d'après submergée par le chagrin. Mon téléphone est resté heureusement silencieux des appels familiaux, même si je savais que c'était parce que j'avais bloqué leur numéro, pas parce qu'ils respectaient mes limites. Des symptômes physiques se sont manifestés presque immédiatement. Mon sommeil est devenu fragmenté, rempli de rêves vifs de mon enfance. J'ai développé un nœud persistant dans l'épaule qu'aucun étirement ne parvenait à délier. Certains matins, je me réveillais avec la mâchoire douloureuse d'avoir grincé des dents toute la nuit. « Es-tu absolument sûr de vouloir couper les ponts complètement ?» demanda doucement Lucas en me massant les épaules un soir. « Je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais c'est une grande étape. J'ai agonisé à petit feu toute ma vie en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas, ai-je répondu, grimaçant alors qu'il trouvait un point particulièrement tendu. C'est comme si j'avais retenu ma respiration pendant 29 ans, et que j'avais enfin besoin de respirer. Lucas avait ses propres complications familiales à gérer. Ses parents vivaient à l'autre bout du pays, mais appelaient fréquemment après avoir entendu parler de notre départ du dîner de Noël. Ma mère pense que je t'ai entraîné dans une sorte de rébellion destructrice de famille, a-t-il avoué après un de ses appels. Ils ne comprennent pas à quel point ta mère est toxique. Personne ne le comprend à moins de l'avoir vécu, ai-je dit. Les aspects pratiques de la séparation se sont avérés difficiles. J'étais sur le forfait familial de téléphone portable de mes parents pour économiser de l'argent. Ma mutuelle santé passait par une connaissance de mon père. Ma mère avait toujours un double des clés de mon appartement pour les urgences. Chaque lien nécessitait une rupture soigneuse. Les cadeaux de Noël que j'avais reçus restaient non ouverts dans un placard. Je ne supportais pas de les regarder, mais je ne pouvais pas non plus me résoudre à les jeter. J'ai retourné le pull que ma mère m'avait offert l'année dernière et que je n'avais jamais porté, et j'ai utilisé l'avoir pour acheter un nouveau téléphone avec mon propre abonnement. L'anniversaire de mon père tombait le 3 janvier. Pendant près de 30 ans, je n'avais jamais manqué de l'appeler ou de lui envoyer une carte. Cette année, alors que le jour approchait, je me sentais physiquement malade à l'idée de rompre la tradition, mais je restais résolue.
L'indépendance exigeait de la cohérence. Le jour est venu et est passé. Plus tard cette semaine-là, j'ai découvert que ma sœur avait laissé un message vocal depuis un numéro inconnu qui avait contourné mes blocages. Ce que tu fais est incroyablement égoïste, Eva. La voix d'Amélie était chargée d'accusations. Papa a eu le cœur brisé quand tu n'as pas appelé pour son anniversaire. Maman mange à peine. C'est moi qui gère les conséquences de ton petit caprice. Appelle-les et excuse-toi avant que ça ne dégénère encore plus. J'ai supprimé le message sans répondre, puis j'ai bloqué le nouveau numéro. Au travail, me concentrer est devenu un défi. Mon rédacteur en chef a remarqué ma distraction pendant les réunions. Tout va bien, Eva? Tes derniers articles étaient bons, mais pas tout à fait à ton niveau habituel. Juste quelques problèmes personnels que je suis en train de régler. Ai-je expliqué vaguement. Je vais me remettre sur les rails. Il a hoché la tête avec sympathie. Prends soin de toi. Les bons écrivains ont parfois besoin de traiter leur propre histoire. Sa gentillesse a failli me briser. J'étais si habituée à la critique que le soutien sincère me semblait étranger, presque suspect. Y avait-il une intention cachée que je ne voyais pas? Avec les encouragements de Lucas, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Le docteur Martin était spécialisé dans les traumatismes familiaux et l'établissement de limites. Notre première séance m'a laissée émotionnellement épuisée, mais avec un étrange sentiment de validation. Ce que vous décrivez est un schéma classique de contrôle émotionnel et de manipulation, a-t-il expliqué. Votre décision de créer de la distance n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation. 2 semaines après le début de janvier, une épaisse enveloppe crème est arrivée dans ma boîte aux lettres, du papier à lettres distinctives de ma mère. J'ai reconnu immédiatement son écriture parfaite. La lettre à l'intérieur faisait 4 pages, alternant entre culpabilisation, après tout ce que nous avons sacrifié, martyr, la tension artérielle de ton père préoccupe le médecin, et menace à peine voilée, les décisions concernant l'héritage familial devront être reconsidérées. Pas une seule fois elle ne contenait d'excuses ou de reconnaissance de ses paroles à Noël. J'ai placé la lettre dans un dossier intitulé « Communication familiale », que le docteur Martin avait suggéré de conserver pour garder une perspective, mais je n'ai écrit aucune réponse. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, et Lucas m'a surprise avec des réservations dans un petit restaurant élégant surplombant la rivière. Je portais une robe bleue scintillante que j'avais achetée spécifiquement parce que ma mère l'aurait détestée. Trop courte, trop voyante, trop tapax en grave-l'œil. À de nouveaux départs, apportait Lucas un toast à minuit, faisant teinter sa coupe de champagne contre la mienne alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de l'eau. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose changer en moi, prête à enfin écrire ma propre histoire. Le premier mois de séparation avait été atroce. Mais à la fin de janvier, j'ai commencé à connaître des moments de paix authentiques, de brefs intervalles où je ne sentais pas le poids de la désapprobation peser sur chacune de mes décisions. C'étaient de petites victoires, mais significatives. En février, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sans l'épuisement constant d'essayer de plaire à ma mère impossible à satisfaire, mon énergie créative s'est épanouie. Mon écriture est devenue plus incisive, plus authentique. Mon rédacteur en chef l'a remarqué immédiatement. Quels que soient les problèmes personnels que tu as réglés, ça a transformé ton écriture, a-t-il commenté, brandissant mon dernier grand reportage. Cet article sur le projet de jardin communautaire a une vraie âme. Je le soumets pour les prix régionaux. L'éloge semblait sincère, pas les compliments déguisés avec lesquels j'avais grandi. Tu aurais pu faire mieux si tu avais essayé plus fort, Eva, ou c'est bien, mais imagine si tu t'y étais mise plus tôt. Ma relation avec Lucas s'est approfondie alors que nous commencions sérieusement à planifier notre déménagement à Bordeaux. Nous passions les soirées à rechercher des quartiers, à comparer le coût de la vie et à contacter des relations professionnelles. Sans la voix négative de ma mère dans mon oreille, je pouvais voir notre relation clairement, saine, solidaire, équilibrée. Tu souris plus maintenant, a observé Lucas un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans mon appartement. Pas seulement le sourire poli que tu avais l'habitude de porter. De vrais sourires qui atteignent tes yeux. J'ai fait une pause, spatule à la main. Je me sens plus moi-même que jamais. C'est comme si j'avais joué un rôle toute ma vie et que maintenant, j'étais enfin hors de scène. De nouvelles amitiés ont également vu le jour. J'ai rejoint un groupe d'écriture qui se réunissait chaque semaine à la librairie locale. Ces liens, basés sur des intérêts communs plutôt que sur l'obligation, semblaient rafraîchissamment simples. Sophie, une poétesse aux cheveux roses vifs et au rire contagieux, est rapidement devenue une amie proche, ce que ma mère aurait totalement désapprouvé. La famille, ce sont ceux qui te traitent comme de la famille, m'a dit Sophie un jour autour d'un café après que je lui
et raconter des bribes de mon histoire. La biologie n'est qu'un point de départ, pas une condamnation à vie. En mars, j'ai reçu une offre d'emploi du groupe Média de Bordeaux plus tôt que prévu et avec un meilleur salaire que ce que j'avais espéré. Lucas avait déjà obtenu des contrats en freelance avec 2 magazines là-bas. Les pièces du puzzle se mettaient en place pour notre déménagement en mai. Cette même semaine, ma mère a intensifié ses tentatives de reprendre le contrôle. Ma tante a appelé pour prendre des nouvelles, cherchant de manière transparente des informations. Un ami de la famille m'a teasé, rencontré à l'épicerie, mentionnant à quel point tout le monde était inquiet. Ma mère a même demandé au curé de sa paroisse d'appeler pour discuter de l'importance d'honorer son père et sa mère. J'ai maintenu des limites polies, mais fermes à chaque interaction. Le docteur Martin m'avait aidé à développer des réponses types. J'apprécie votre inquiétude, mais c'est une affaire de famille privée et je ne suis pas à l'aise pour en discuter, mais merci de votre sollicitude. Chaque limite réussie renforçait ma détermination. Fin mars, mon père a fait sa première tentative de contact indépendant. Un SMS d'un numéro inconnu disait simplement « C'est papa. Je voulais juste te dire que tu me manques, ma puce. » Pas de pression pour répondre. Le message a brisé mon calme soigneusement construit. Je l'ai montré au docteur Martin lors de notre séance suivante. « Que voulez-vous faire à ce sujet ?» a-t-il demandé, son ton neutre. Une partie de moi veut répondre. Ce n'est pas lui le problème. Pas vraiment. Il ne lui a juste jamais tenu tête, ai-je soupiré. Mais une autre partie, c'est que la moindre fissure dans la porte deviendra une autoroute pour ma mère. Ce sont des préoccupations valides, a-t-il reconnu. Souvenez-vous, la guérison n'est pas linéaire, et les limites peuvent évoluer avec vous. Quelle que soit votre décision, elle ne doit pas être permanente. J'ai finalement décidé de ne pas répondre pour le moment, mais j'ai enregistré son numéro séparément de ma liste de blocage. C'était une petite concession à la possibilité d'une future relation, mais à de nouvelles conditions. Avril a apporté une libération inattendue de manière surprenante. Je me suis coupé les cheveux courts après une vie où ma mère insistait sur le fait que les cheveux l'ont été plus féminins et appropriés. J'ai demandé un passeport, prévoyant un week-end à Montréal avec Lucas pour célébrer mon anniversaire à venir, mon tout premier voyage à l'étranger que ma mère aurait découragé comme étant frivole. J'ai renoué avec mon amie d'enfance, Jasmine, que ma mère avait jugée de la mauvaise famille, lorsque nous étions adolescentes. Elle était devenue une graphiste à succès et a ri lorsque je me suis excusée pour nos années d'amitié perdues. C'est de l'histoire ancienne, m'a-t-elle assuré. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas de ne pas être le centre de l'univers de leurs enfants. Ma mère était pareille jusqu'à ce que je déménage à Chicago pendant 5 ans. La distance peut être thérapeutique pour tout le monde. L'approche du premier anniversaire de la mort de ma grand-mère, la mère de ma mère, a porté un chagrin inattendu. Grand-mère Rose avait été gentille mais distante, clairement le modèle dont ma mère avait appris son style parental. Je me suis surprise à réfléchir à cet héritage générationnel de froideur émotionnelle, ce legs d'amour conditionnel. Fin avril, Lucas m'a surprise avec une bague, non pas ostentatoire mais unique et parfaitement à mon goût. Nous étions assis sur la rive au coucher du soleil, quand il m'a demandé de l'épouser. Oui, ai-je répondu sans hésitation, bien que des émotions compliquées aient suivi. Qui me mènerait à l'autel? Ressentirais-je à jamais l'absence de ma famille en ce qui devrait être le plus beau jour de ma vie? Plus tard dans la nuit, Lucas m'a tenue dans ses bras alors que je pleurais, non pas pour ce que j'avais, mais pour ce que je n'avais jamais eu. Une mère qui pouvait simplement être heureuse de mon bonheur. Nous créerons nos propres traditions familiales, a-t-il promis. Nos enfants ne se demanderont jamais s'ils sont assez bien. La mention de futurs enfants, des petits qui ne connaîtraient jamais le poids de chercher constamment une approbation qui ne pourrait jamais être gagnée, a solidifié mon engagement à maintenir mes limites. Briser le cycle importait plus qu'une paix temporaire. Alors que mai approchait avec notre date de déménagement, je me sentais plus forte et plus certaine de ma décision que jamais. La transformation n'était pas seulement émotionnelle. Elle était tangible dans tous les aspects de ma vie. Ma posture s'était améliorée. Mes maux de tête chroniques avaient pratiquement disparu. Ma voix ne passait plus automatiquement à un ton plus aigu et plus agréable lorsque je discutais de mes opinions ou de mes décisions. Je devenais l'auteur de ma propre histoire, pas seulement un personnage dans celle de quelqu'un d'autre. 6 mois après la confrontation du dîner de Noël, mon mur de limites soigneusement construit a fait face à son test le plus sérieux. J'interviewais la nouvelle directrice de l'école primaire dans son bureau lorsque la réceptionniste a interrompu, les yeux écarquillés. « Madame Dubois, il y a une femme dans le hall qui insiste pour vous voir tout de suite. Elle dit qu'elle est votre mère. » Mon estomac s'est noué. « Je suis vraiment désolée pour cette interruption, » ai-je dit à la directrice. « Voudriez-vous m'excuser un instant ?»
Dans le hall de l'école se tenait ma mère, impeccablement habillée comme toujours, mais visiblement plus mince que dans mon souvenir. Ses yeux, si semblables aux miens, se sont écarquillés en me voyant, observant ma nouvelle coupe de cheveux et ma posture assurée. Eva, enfin. Sais-tu à combien d'endroits j'ai dû aller pour te chercher? Cette situation ridicule a assez duré. Sa voix a porté dans le hall, faisant se retourner parents et enfants. Maman, je travaille. C'est complètement inapproprié. J'ai gardé ma voix basse, professionnelle. Inapproprié? Ce qui est inapproprié, c'est de couper les ponts avec ta famille pendant des mois sans un mot. Ton père est mort d'inquiétude. C'est à cause de Bordeaux? Parce que nous pouvons en discuter rationnellement si tu rentres à la maison. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, ai-je insisté. Je mène une interview pour le journal. Toujours le travail d'abord maintenant, n'est-ce pas? C'est son influence. Elle a pratiquement craché le mot « son », signifiant clairement Lucas. Tu as changé, et pas en mieux. Comme je ne répondais pas, elle a élevé la voix davantage. Vas-tu vraiment rester là et ignorer ta propre mère après tout ce que j'ai fait pour toi? La secrétaire de l'école avait discrètement appelé l'agent de sécurité, qui s'est approché avec un calme professionnel. Madame, je dois vous demander de baisser la voix ou de poursuivre cette conversation à l'extérieur. C'est un lieu d'apprentissage. Savez-vous qui je suis? Je suis au conseil d'administration de l'hôpital. Mon mari est... Maman, arrête, les yeux coupés fermement. Monsieur l'agent, je m'excuse pour le dérangement. C'est ma mère, mais je ne l'ai pas invitée ici. Je dois retourner à mon interview. Tu ne peux pas simplement me renvoyer comme une étrangère, a sifflé ma mère. Madame, vous devez partir maintenant, a déclaré l'agent, ou je devrais vous escorter dehors. L'expression de choc sur le visage de ma mère, lorsqu'elle a réalisé que son statut social ne l'aiderait pas ici, aurait été satisfaisante si elle n'avait pas été si triste. Pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, son image de perfection soigneusement cultivée se fissurait publiquement. Ce n'est pas fini, Eva, a-t-elle dit alors que l'agent la guidait vers la porte. La famille ne disparaît pas simplement parce que tu fais un caprice. Je suis retournée au bureau de la directrice, les mains tremblantes, mais la voix stable en m'excusant pour l'interruption. La directrice a été bienveillante. La famille peut être compliquée. Prenez un moment si vous en avez besoin. Ce soir-là, mon père a appelé de son numéro personnel. Cette fois, j'ai répondu. Eva, je suis désolée pour aujourd'hui, a-t-il commencé, l'air épuisé. Ta mère n'aurait pas dû faire ça. Non, elle n'aurait pas dû, ai-je convenu. Est-ce qu'elle va bien? Elle avait l'air mince. Il a soupiré lourdement. Elle ne va pas bien, pour être honnête. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques. Elle a eu une crise de panique assez sérieuse le mois dernier quand elle a vu l'annonce de tes fiançailles dans le journal. L'annonce. J'avais oublié que le journal publiait automatiquement les avis de fiançailles dans la section locale. Je n'avais pas pensé qu'elle verrait ça, ai-je admis. Elle ne gère rien de tout ça très bien. La semaine dernière, à la baby shower de ta cousine Bérénice, elle s'est complètement effondrée quand quelqu'un a posé des questions sur toi. Elle s'est mise à pleurer et n'a pas pu s'arrêter. Elle a dû partir plus tôt. Un mélange complexe d'émotions tourbillonnait en moi. De l'inquiétude, de la culpabilité, mais aussi une ferme résolution de ne pas me laisser manipuler. Je suis désolée qu'elle ait des difficultés, papa, mais ses paroles et ses actions ont des conséquences. Je sais, ma puce, sa voix s'est adoucie. Je n'appelle pas pour te faire culpabiliser. C'est juste que, tu me manques, et je m'inquiète pour vous deux. J'ai consulté le docteur Martin au sujet de l'incident le lendemain. L'escalade de votre mère n'est pas surprenante, a-t-il expliqué. Lorsque les tactiques de contrôle habituelles échouent, il y a souvent une explosion d'extinction, un comportement plus extrême pour tenter de reprendre le contrôle. Le maintien constant de vos limites fonctionne clairement, même si vous n'en avez pas l'impression en ce moment. Devrais-je m'inquiéter pour sa santé? Papa dit qu'elle prend des anxiolytiques maintenant. Votre compassion montre votre santé, pas un dysfonctionnement, a répondu le docteur Martin. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas causé son anxiété. Son incapacité à vous contrôler déclenche ses propres problèmes non résolus. C'est à elle de travailler là-dessus, peut-être avec son propre thérapeute. 2 jours plus tard, Amélie a appelé, plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à cette famille? Maman s'est effondrée à l'église hier. Tout le monde en parle. Ton égoïsme la rend littéralement malade. Je suis désolée qu'elle ne se sente pas bien, ai-je dit prudemment. Mais je ne suis pas responsable de ses réactions émotionnelles. C'est n'importe quoi. Tu sais exactement ce que tu fais.
Exhiber tes fiançailles dans le journal alors que tu savais qu'elle le verrait. Déménager à l'autre bout du pays. C'est comme si tu essayais de la blesser délibérément. Je vis ma vie, Amélie. Ce n'est une attaque contre personne. Eh bien, vivre ta vie est en train de détruire la sienne. J'espère que tu es contente de toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le coup suivant est venu d'une direction inattendue. La mère de Lucas l'a appelée, inquiète de ce qu'elle avait entendu par des connaissances communes. Apparemment, ta mère a raconté aux gens de son club que j'avais des problèmes de toxicomanie, a-t-il rapporté d'un air sombre après l'appel. C'est supposément la raison pour laquelle tu as coupé le contact, parce qu'ils essayaient de te faire entrer en cure de désintoxication. Le mensonge flagrant m'a stupéfié. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Ma mère ne le croit pas, m'a-t-il assuré. Mais elle pensait que nous devions savoir ce qui se disait. La révélation finale de cette semaine tumultueuse est venue lorsque mon ancienne professeure de français au lycée, Madame Bernard, m'a abordée au marché des producteurs. Elle avait été un mentor pendant mon adolescence, l'une des rares adultes à avoir encouragé mon écriture. Eva, je voulais vous parler depuis des semaines, a-t-elle dit, me tirant à l'écart entre les étals de légumes. L'amie de votre mère, Caroline, a partagé certaines inquiétudes lors de notre club de lecture et ça ne me semblait pas juste. Je voulais avoir votre version des faits directement. Qu'est-ce qu'elle a raconté ? Ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Que vous êtes tombé sous l'influence d'un petit ami contrôlant qui vous a isolé de votre famille et de vos amis, que vous avez besoin d'aide mais que vous la refusez. Les yeux bienveillants de Madame Bernard montraient son scepticisme. Je vous connais depuis que vous avez 14 ans. Vous avez toujours eu un sens moral fort et un bon jugement. Merci de ne pas l'avoir cru sans me parler, ai-je dit, sincèrement touchée par sa loyauté. Certaines personnes ne peuvent pas faire la distinction entre le contrôle et l'amour, a-t-elle dit simplement. Votre mère m'a toujours semblé être quelqu'un qui avait du mal avec cette distinction. Ce soir-là, Lucas m'a trouvé à la table de la cuisine, écrivant furieusement dans un carnet. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé, en posant des sacs de plats à emporter. Une lettre à ma mère que je n'enverrai jamais, ai-je expliqué. Le docteur Martin me l'a suggéré comme moyen de tout traiter. Est-ce que ça aide ? J'ai réfléchi à la question. Oui, en fait. Ça clarifie les choses. Pour la première fois, je peux voir comment son comportement s'inscrit dans un schéma qui n'a jamais été à propos de moi. J'étais juste une cible commode pour ses propres insécurités. Plus tard cette semaine-là, l'alliée la plus inattendue a émergé. L'amie de longue date de ma mère, Suzanne, une femme discrète qui avait toujours semblé complètement en accord avec les perspectives de ma mère, m'a envoyé un email. Je connais ta mère depuis 25 ans, a-t-elle écrit. C'est ma meilleure amie, mais j'ai vu sa relation avec toi devenir de plus en plus destructrice. Ce qu'elle t'a dit à Noël était impardonnable. Bien que j'espère qu'une réconciliation soit possible un jour, sache que certains d'entre nous comprennent ton besoin de distance. Prends soin de toi. L'email était comme une bouée de sauvetage lancée à une nageuse en train de se noyer. La validation de quelqu'un du cercle intime de ma mère, me confirmant que je n'étais ni folle, ni égoïste, ni en tort de me protéger. Je l'ai sauvegardé dans un dossier spécial, y revenant chaque fois que le doute s'insinuait. Alors que nous emballions notre appartement pour le déménagement à Bordeaux, ces événements ont renforcé ma résolution. Le comportement escaladant de ma mère a confirmé que les limites étaient nécessaires, pas facultatives. La sympathie et la compréhension de sources inattendues m'ont rassuré sur le fait que des observateurs objectifs pouvaient voir clairement le dysfonctionnement. Plus important encore, j'apprenais que rester ferme ne me rendait ni cruelle ni sans cœur. Cela me rendait saine, et cette santé valait la peine d'être protégée, peu importe à quel point le processus était inconfortable. 1 an après le funeste dîner de Noël, j'étais assise sur le balcon de notre appartement à Bordeaux, regardant le soleil d'hiver se coucher derrière les collines. Les 12 derniers mois avaient apporté plus de croissance, de douleur et de découverte de soi que toutes mes 29 années précédentes réunies. Notre déménagement à Bordeaux avait été le nouveau départ que nous espérions. Mon poste au groupe Média de Bordeaux s'était récemment élargi pour inclure la supervision éditoriale de leur plateforme en ligne. L'entreprise de photographie de Lucas avait prospéré, son travail apparaissant dans plusieurs publications nationales. Nous avions construit un petit mais authentique cercle d'amis qui ne nous connaissaient que tels que nous étions maintenant, non assombris par les attentes familiales. Difficile de croire que ça fait 1 an, a dit Lucas, me rejoignant avec 2 tasses de chocolat chaud. Il a enroulé une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier, ai-je admis. D'autres fois, c'est comme une autre vie. Les développements les plus significatifs étaient venus de directions inattendues.
2 mois après notre déménagement, mon père a appelé avec une nouvelle surprenante. Ta mère a commencé à voir un thérapeute, a-t-il dit, sa voix contenant à la fois du choc et de l'espoir. Son médecin l'a finalement convaincue, après une autre crise d'angoisse. Vraiment? Ça ne ressemble pas du tout à maman. La femme qui avait un jour déclaré que la thérapie était, pour les gens trop faibles pour gérer leurs propres problèmes, chercher de l'aide professionnelle semblait presque impossible. Ça a été difficile, admit papa. Le premier thérapeute n'a pas duré. Ta mère est partie en claquant la porte quand il a suggéré qu'elle avait des problèmes de contrôle. Mais ce nouveau, le docteur Chevalier, a réussi à la percer. Il se voit chaque semaine depuis août. J'avais absorbé l'information avec prudence, ayant appris que l'espoir pouvait être dangereux là où ma mère était concernée. Mais des signes subtils de changement ont commencé à apparaître. Ma carte d'anniversaire en septembre était adressée des 2 parents, mais contenait une note manuscrite de ma mère qui manquait de son sous-texte passif-agressif habituel. Te souhaitant du bonheur pour ton anniversaire. Les hortensias que tu as toujours aimées sont en fleurs dans le jardin. Aucune mention de mon absence ou de culpabilisation sur les traditions familiales. Juste une simple reconnaissance du jour et un souvenir partagé. En octobre, mon père est venu à Bordeaux seul, une première dans les 40 ans de mariage de mes parents. Nous avons passé un week-end à visiter la ville, ayant des conversations plus profondes que toutes celles que j'avais eues en mémoire. Je t'ai laissé tomber, Eva, a-t-il dit lors de notre dernier dîner ensemble. Je pensais qu'en maintenant la paix, j'aidais tout le monde, mais je ne faisais que permettre son comportement et te laisser en subir les conséquences. J'aurais dû mieux te protéger. Tu étais pris dedans aussi, papa, ai-je répondu, cherchant sa main sur la table. Le contrôle de maman nous affectait tous. Elle est différente maintenant, a-t-il dit avec hésitation. Pas complètement changée. Ce serait trop en attendre. Mais elle essaie. Le docteur Chevalier lui fait lire des livres sur les schémas parentaux narcissiques et les traumatismes générationnels. Elle commence à voir comment sa propre mère a façonné son approche de la parentalité. J'ai hoché la tête, prudemment optimiste mais méfiante. C'est bon à entendre, mais j'ai besoin de plus que des mots pour faire à nouveau confiance. Le véritable test est arrivé début décembre quand une épaisse enveloppe est arrivée avec l'écriture distinctive de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre de 5 pages, différente de toutes celles que j'avais jamais reçues d'elle. Chère Eva, commençait-elle, cette lettre m'a pris des mois à écrire, et je l'ai réécrite des dizaines de fois. Il n'y a pas de manière facile de dire cela. J'ai eu tort. Pas seulement à Noël dernier, mais sur tant de choses tout au long de ta vie. J'ai dû arrêter de lire plusieurs fois, submergée par la crudité de ces mots. Elle reconnaissait des incidents spécifiques, critiquer mon projet d'art de 4e jusqu'à ce que je pleure, dénigrer mon premier prix de journalisme, manipuler mes choix universitaires par le contrôle financier. Elle nommait clairement ses comportements, contrôlante, dédaigneuse, émotionnellement manipulatrice. Je ne te demanderai pas ton pardon, écrivait-elle vers la fin. Je ne l'ai pas mérité. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai traité ma propre fille de cette façon. Mon thérapeute m'aide à voir comment l'amour conditionnel de ma propre mère a déformé ma compréhension de la parentalité. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait, mais peut-être que cela en explique une partie. La lettre se terminait sans demande ni attente. Si jamais tu te sens prête à avoir une forme de contact, je l'accueillerai volontiers, aux conditions que tu fixeras. Si cela n'arrive jamais, je comprendrai et respecterai ta décision. J'ai partagé la lettre avec le docteur Martin lors de notre séance vidéo mensuelle. Cela semble montrer une réelle perspicacité et une prise de responsabilité, a-t-il observé. C'est un progrès significatif si c'est sincère. Mais comment savoir si c'est réel ou juste une autre manipulation ? Ai-je demandé. Elle a déjà été convaincante dans ses excuses par le passé, pour ensuite revenir à ses anciens schémas. La confiance se reconstruit lentement, par des actions cohérentes dans le temps, a répondu le docteur Martin. Vous n'avez pas à tout décider maintenant. Envisagez ce que pourrait être un premier petit pas si vous vouliez sonder le terrain. Après mûre réflexion et discussion avec Lucas, j'ai décidé de répondre par un bref email accusant réception de sa lettre et suggérant un appel vidéo après les fêtes. Sa réponse a été prompte, mais sans pression, exprimant sa gratitude pour ma volonté de communiquer sans en demander plus. Alors que nos plans de mariage avançaient pour le printemps suivant, la question de la participation de la famille est devenue inévitable. Mes parents assisteraient-ils ? Mon père me mènerait-il à l'hôtel ? Ma mère pourrait-elle se comporter de manière appropriée sans faire de la journée un drame centré sur ses sentiments ? Qu'est-ce que tu veux, vraiment ? A demandé Lucas un soir alors que nous discutions de la liste des invités. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir ou ce qui mettrait les autres à l'aise. Qu'est-ce qui rendrait cette journée juste pour toi ?
Après une profonde réflexion, j'ai réalisé que je voulais une chance de réconciliation, mais avec des limites fermes. J'ai appelé mon père et lui expliqué mes conditions. Ils étaient les bienvenus au mariage, mais tout comportement manipulateur ou culpabilisant entraînerait leur expulsion. Mon père ne me donnerait pas. Cette tradition impliquait un transfert de propriété que je rejetais. Je marcherais seul dans l'allée, choisissant mon propre chemin, comme je l'avais fait l'année écoulée. Le moment le plus guérisseur est survenu lors de notre premier appel vidéo avec ma mère en janvier. Avec Lucas à mes côtés pour me soutenir, j'ai fait face à la femme qui avait dominé ma vie pendant si longtemps. Elle semblait plus âgée, plus humble d'une certaine manière. Merci d'avoir accepté de parler, a-t-elle commencé, aucune de son autorité habituelle présente dans sa voix. Tu m'as terriblement manqué. La conversation a été maladroite au début, prudente des deux côtés. Mais lorsque le sujet s'est tourné vers mes plans de mariage, quelque chose de remarquable s'est produit. Ma mère a commencé à donner son avis sur les arrangements floraux, puis s'est visiblement reprise. Je suis désolée, ce n'est pas ma place, a-t-elle dit. C'est ton mariage. Que penses-tu pour les fleurs? C'était un petit moment, mais monumental dans sa signification, la première fois que je me souvenais qu'elle s'était consciemment empêchée de contrôler mes choix. Nous avons terminé l'appel en prévoyant un autre le mois suivant. Pas une restauration complète de notre relation, mais un premier pas prudent vers quelque chose de nouveau, de plus sain.